vous parler un peu de mon livre. Je vais vous présenter mon livre. J'aimerais vous dire ce que je trouve personnellement le plus important dans ce livre-là. C'est un livre assez compliqué, sans doute. On va essayer de écrire un livre pour le public en général, mais tout de même c'est compliqué. Je vois un t-shirt là, que la vérité est toujours complexe. Eh bien, les guerres sont des phénomènes historiques très complexes. On ne peut pas expliquer en quelques mots. Mais certainement, ce n'est pas certainement le cas que c'est noir et blanc. C'est les bons contre les mauvais. Dans un sens, bien sûr, il y avait les mauvais, il y avait les bons. Mais c'est plus compliqué que ça. Moi, à l'école, en Belgique, plus tard, au Canada aussi, en parlant de la Deuxième Guerre mondiale, on a toujours pensé aux Américains comme nos sauveurs, nos libérateurs, des gens qui sont venus juste pour nous libérer, sans penser à rien d'autre. Eh bien, c'est un mythe, c'est pas vrai du tout. Et on savait déjà, au début en fait, sans même réfléchir trop là-dessus, que ça ne pourrait pas être vrai. Parce que si les Américains avaient voulu sauver la démocratie, se battre pour la justice, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, pourquoi ils ont attendu jusqu'en décembre 1941? Bonne question, n'est-ce pas? Là, je trouve une bonne question. Pourquoi ils ne sont pas venus tout de suite pour aider les petits Belges, les Français, les Britanniques, la démocratie, le côté de la démocratie, pour ainsi dire? Pourquoi ils ont attendu? En fait, les Américains sont entrés en guerre, peu de gens le savent, en décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise à Pearl Harbor, n'est-ce pas? Alors, on a le droit de se poser la question, sans cette attaque japonaise, les États-Unis, quand pourra-t-il déclarer la guerre à Hitler? Peut-être jamais, on ne sait pas. Alors apparemment, il n'était pas tellement intéressé à libérer les petits Européens, n'est-ce pas? Les Américains, le rôle de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale est un thème complexe, mais tout de même très très intéressant. Et moi j'ai commencé à y réfléchir, à lire des livres là-dessus. Bon, je vais penser d'écrire un article là-dessus. Eh bien, ça ne marchait pas parce que j'ai fini par écrire un livre de quelques 250 pages. Toujours trop de pages, en fait, ou pas assez, selon le cas. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais oui, vous ne parlez pas de ceci ou de cela ». On ne peut pas parler de tout. J'essaye de parler de l'essentiel. Alors, quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est ceci. C'est certain que beaucoup d'Américains, la majorité des Américains, détestaient le nazisme, le fascisme et Hitler. Mais pas tous. Pas tous. En fait, c'est une réalité, et on n'aime même pas en parler trop à la télévision américaine, que beaucoup d'Américains, ils aimaient Hitler. Ils aimaient Mussolini. Ils aimaient Franco. Ils aimaient le fascisme. Ils aimaient ce mouvement-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pourrait dire, bien sûr, que c'était le cas dans chaque pays. En France, en Belgique, il y avait aussi des gens qui aimaient Hitler. Des gens qui aimaient le fascisme. Qui souhaitaient avoir chez eux un système comme celui d'Hitler, comme celui de Mussolini. Il y avait des collaborateurs partout, n'est-ce pas? Et des résistants. Alors chaque pays avait les deux côtés, pour ainsi dire, et beaucoup de gens au milieu. Mais ce qui est important, dans le cas des États-Unis, c'est que la minorité, et c'était en effet une minorité, qui aimait le fascisme aux États-Unis, et même jusqu'au début de la guerre, qui aimait Hitler, qui aimait Mussolini, qui ne sympathisait pas du tout avec le côté de la démocratie, comme on le présente aujourd'hui. Ce n'était pas une petite minorité peu importante, c'était l'élite de la société américaine. Et quand je parle de cette élite de la société américaine, je parle d'une petite élite, même pas 2% de la population, qui a le pouvoir politique et surtout économique. En fait, c'est l'élite économique qui monopolise le pouvoir politique en Amérique. C'est toujours le cas aujourd'hui, vous le savez. Ce n'est pas une coïncidence que déjà en quelques années, on a 2 fois déjà un type de la même famille, Bush, qui devient président. Que chacun pense toujours à un Kennedy, peut-être comme le prochain candidat des démocrates. C'est les mêmes gens, les mêmes familles. Bien sûr, il y a 2 partis, mais c'est toujours un grand rôle. Alors, cette élite américaine, l'élite du pouvoir, comme on dit en Amérique, le power elite, pour le dire en anglais, était pour Hitler. Ils aimaient Hitler. Jusqu'à quand?
En 39, oui. 40, oui. 41. Il le met en fait, même après Pearl Harbor. Et comment est-ce que nous savons ça? Ou plutôt pourquoi? Je veux dire pourquoi. Cette élite américaine avait, avant la guerre, de grands problèmes. Parce que pour expliquer la guerre, il faut commencer après la guerre. Et en fait, quand on parle de la guerre, on doit aussi parler de l'après-guerre. La guerre n'est pas un phénomène historique unique qui est là tout d'un coup. Et qui après c'est fini, c'était comme quoi, un mauvais rêve. Non, ça continue. Alors il faut connaître la préhistoire de la guerre, afin de comprendre la guerre. Alors, aux années 30, cette élite américaine avait un grand problème. En fait, ils avaient deux problèmes. Et il faut savoir ça, afin de comprendre leur attitude envers le fascisme, Hitler. Le premier problème, c'était le grand problème des années 30. C'était la dépression, c'est la grande crise économique. Vous en avez parlé, n'est-ce pas? Mais souvent, on vous présente dans le livre d'historien la crise donc, économique, c'était dans les années 30 et après c'était la guerre. Mais il y a un lien entre les deux, il faut jamais oublier ça. La crise économique, c'était dur en France, c'était dur en Allemagne, et c'était dur en Amérique. Et c'était quel genre de crise, cette crise-là? Eh bien, la crise économique en Amérique, c'était comme la crise ici, le problème c'est la surproduction. L'industrie américaine était devenue tellement efficace, tellement productive, qu'on produisait trop pour pouvoir vendre toutes ces choses-là au public américain. Pensons par exemple au cas de l'industrie de l'automobile. Pensons à Henry Ford, le plus grand industriel de l'Amérique de l'entre-guerre. Lui, en fait, avait introduit des systèmes pour améliorer la productivité. Auparavant, on produisait une voiture par jour dans une usine à Détroit, et après les innovations de Henry Ford, on produisait 20, 100 automobiles par jour. Mais qui allait acheter ces automobiles-là? Les Américains, l'Américain moyen à ce moment-là n'était pas riche. Aujourd'hui, on pense facilement que tous les Américains sont riches. Eh bien, c'est une illusion. Même aujourd'hui, la majorité des Américains ne sont pas riches. Et d'ailleurs, le taux de la pauvreté en Amérique, c'est 20% de la population. Ça fait combien de personnes? Bon, 40 millions. 40 millions, c'est une majorité en France, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont officiellement pauvres. Aujourd'hui, aux années 30, les Américains étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui. Alors acheter une automobile de M. Henry Ford, c'était impossible. Et pourtant, on en produisait tout le temps. Alors, c'était cette crise, la surproduction, qui veut dire que les gens ne pouvaient pas acheter, alors on fermait les usines, il y avait trop de stock. Alors, comme ça, il n'y a plus de chômage, il y avait le chômage, il y a toutes sortes de problèmes sociaux. Et bien sûr, le plus important du point de vue de M. Ford et ses collègues, on peut dire, je crois, les grands capitalistes américains, c'est que les profits étaient pas comme auparavant. Ils ne devenaient pas pauvres, hein. Ils avaient toujours leur belle villa, bien sûr, mais tout de même, ils ne gagnaient pas les sous qu'ils voulaient gagner. C'était un problème, un grand problème. Alors, comment résoudre cette crise économique? Comment trouver une solution pour cela? Deuxième problème, c'est qu'en Amérique, aux années 30, la situation était différente. Il y avait en Amérique quelque chose qui, apparemment, il n'y en a plus, c'est des rouges. C'était des gens qui s'appelaient socialistes, anarchistes, communistes. Il y en avait beaucoup en Amérique. Impossible à croire aujourd'hui, mais c'est un fait historique. Après la révolution russe, il y avait en Amérique beaucoup de sympathie pour le bolchevisme, pour le communisme. Il y avait un parti communiste, il y avait un parti socialiste. Ils avaient un certain succès aux élections. Et eux proposaient une solution pour la crise dont je viens de parler. Quelle solution? Bien, une solution radicale à notre système. Un système comme dans l'Union soviétique. Est-ce que cette solution-là, c'était la solution voulue par M. Ford et ses copains? Eh bien sûr non. Eux, ils voulaient une solution du système, de la crise au sein du système, sans changer le système même. Mais leur problème, c'est le deuxième problème. Le premier problème, on ne gagne pas assez de sous. Le deuxième, c'est qu'il y a de plus de gens en Amérique qui réclament une solution radicale, qui demande du changement
radical et même du changement révolutionnaire, comme en Union soviétique. À cause de ça, bien sûr, on détestait, l'élite américaine détestait tout ce qui était gauchiste, socialiste, marxiste, surtout communiste. Et l'Union soviétique était perçue par cette élite-là comme la source d'inspiration, la source d'inspiration des rouges américains. On parle des Américains rouges. On parle, les historiens américains parlent des années 30, des dirty 30s, les sales années 30, à cause de la crise économique. Et aussi, ils parlent des red 30s, les années 30 rouges, parce qu'il y avait tant de marxistes, socialistes, communistes, etc. Alors ça aussi, c'est un problème pour M. Ford et ses copains. Alors comment résoudre cette crise-là, résoudre ce problème-là? Eh bien, vers le milieu des années 30, petit à petit, l'élite américaine s'est aperçue, s'est rendue compte qu'il y avait tout de même une solution à leur goût. Mais plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre solution, encore meilleure. Je vais vous présenter ces deux solutions. La première solution s'appelait le fascisme. La deuxième solution s'appelait la guerre. Ok? Alors, il y a des gens qui disent, mais comment pouvez-vous dire que pour l'élite américaine, le fascisme, qui est même un phénomène européen, était perçu comme une solution pour les problèmes économiques et sociaux de l'élite américaine aux années 30, parce qu'il n'y avait pas de mouvement fasciste en Amérique. Eh bien là, la réponse est assez simple. Si, il y avait des mouvements fascistes en Amérique. Il y en avait. Et ils ont joué du support, ils ont été financés par ces grands capitalistes américains, comme ça avait été le cas en Italie et en Allemagne. Mais ce n'est pas nécessairement ça ce que je veux dire. Ce n'est pas comme si M. Ford et ses amis et ses collègues voulaient installer un système fasciste à Washington. Non, mais ils aimaient ce que Hitler et Mussolini avaient fait chez eux. Parce que, du point de vue de l'élite américaine, Hitler et Mussolini avaient résolu les deux problèmes qu'ils avaient chez eux, en Allemagne et l'Italie. Comment ça? Eh bien, ils avaient apparemment trouvé une solution pour la crise économique et en créant de l'emploi et en redémarrant l'industrie et en annonçant les profits des grands capitalistes allemands et italiens, surtout par un programme de réarmement. En Allemagne, par exemple, Hitler avait le pouvoir, et on sait que le chômage a diminué sous Hitler. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en construisant les autobahns, les autoroutes qu'il a fait ça. Mais non, il a surtout fait ça en exigeant, en demandant et en offrant aux industriels allemands donc de préparer une guerre. Alors, Hitler, par exemple, Hitler n'était pas communiste, il n'a pas nationalisé ou étatisé l'industrie allemande, il a simplement dit aux types comme Krupp, alors produisez pour l'armée, on vous payera, et comme ça il y aura du travail pour tout le monde, et vous gagnerez beaucoup d'argent. Cette idée-là plaisait beaucoup à M. Henry Ford. Et la raison pour laquelle ils aimaient cette solution-là, est-ce que eux, les industriels américains, profitaient directement du programme de réarmement allemand. Comment ça? Les usines de Ford et de General Motors, ils se trouvent tout de même à Détroit, n'est-ce pas, et à Chicago. Oui, mais les gens ne savent pas qu'aux années 20 déjà, à la suite de la Première Guerre mondiale et des problèmes financiers de la France et de l'Allemagne au cadre des réparations allemandes, les Américains avaient investi beaucoup d'argent en Europe aux années 20, et surtout en Allemagne. Par exemple, en 1929, General Motors avait acheté 100% la plus grande usine d'automobile allemande, Opel. Vous connaissez la marque Opel, n'est-ce pas? À Rüsselsheim, tout près de Francfort. Et dans la même année, Ford avait établi une très grande usine à Cologne, toujours là, au bord du Rhin. Il y a beaucoup de Ford ici en Europe,
nous, les Canadiens, les Américains qui arrivent ici en France, en Europe, on voit que ce n'est pas le même modèle que chez nous, parce que en fait, c'est le modèle produit par Ford Europe en Allemagne. Alors, bien que ces usines-là étaient la propriété d'associations de firmes américaines, ces usines aussi profitaient du boom, donc de l'explosion du business généré par le réarmement d'Hitler. En fait, aux années 30, Ford et ses copains ont commencé à faire beaucoup d'argent en Allemagne. En même temps, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, très peu en Amérique. Mais en Allemagne, sous Hitler, ils ont profité. Ils ont profité parce qu'Hitler leur disait « c'est pas la peine, mes chers amis, d'essayer de produire de petites voitures pour le citoyen allemand. Vous allez maintenant produire des camions, des chars et des avions. Et on vous paiera. Monsieur Hitler, comment allez-vous payer? Eh bien, on aura une guerre, et les perdants payeront. Ok? Alors bon, Ford aimait beaucoup Hitler. En fait, il a rendu beaucoup de services à Hitler. Ford et General Motors ont produit beaucoup de chars et d'avions pour le régime nazi. Moi, j'ai une photo, je ne l'ai pas apportée, mais vous pouvez la trouver sur Internet, où M. Henry Ford reçoit une médaille, donc de la part d'Hitler, par la main du consul général de l'Allemagne à Détroit, je crois que c'était en 1938, pour le service qu'il avait rendu à la cause allemande, c'est-à-dire à la cause nazie, c'est-à-dire à la cause de la préparation de la guerre. En même temps, des types comme Mussolini et Hitler avaient montré comment résoudre le deuxième problème qui embêtait M. Ford et les grands capitalistes américains, c'est-à-dire ce péril rouge-là. Qu'est-ce qu'Hitler avait fait avec les communistes socialistes en Allemagne? Eh bien, tout d'abord, il avait fermé tous les syndicats, plus de syndicats, c'était très bien, trouvait Ford, il détestait les syndicats. Et deuxièmement, les communistes se trouvaient en quelques semaines à Dachau, dans les camps de concentration, parce que les prisons étaient archi pleines, alors il fallait établir des camps de concentration, pas pour les juifs, ça c'est plus tard, hein, mais pour les ennemis politiques des nazis, c'est-à-dire les socialistes, mais surtout les communistes, et beaucoup d'autres aussi. Alors, des types comme Ford, ils disaient, mais mon Dieu, cet Adolphe, là, c'est un type comme ça, hein. Et avec lui, on peut gagner de l'argent, et il n'y a plus de péril rouge. C'est formidable. Il disait à l'Amérique, ce moment-là, with Hitler, you can do business. Avec Hitler, on peut faire des affaires. Et lui fait notre affaire. Mais même mieux, parce qu'Hitler avait montré comment on pouvait éliminer le péril rouge donc, dans chaque pays. Hitler l'avait fait en Allemagne, Mussolini l'avait fait en Italie, et eux, en Amérique, ils espéraient avoir quelqu'un qui ferait la même chose en Amérique. Mais plus que ça, Hitler, dans Mein Kampf, avait écrit clairement quels étaient ses plans pour la guerre. Cette guerre qui devait venir, c'était la guerre contre l'Union soviétique, le berceau du communisme, la source d'inspiration des Américains rouges, n'est-ce pas? Alors quand, durant un dîner d'affaires d'un grand manager de, disons, IBM ou ITT, qui était là aussi implanté en Allemagne, et M. Göring, qui était le tsar économique du régime nazi, quand il parlait donc du bon business qu'on fait ensemble, sans doute à un moment donné, un Américain a dit, M. Göring, c'est un plaisir de faire des affaires avec vous, c'est formidable, et on va vous livrer ces camions-là, et ces chars, et ces avions, pas de problème. Mais alors, ça veut dire que vous préparez la guerre, n'est-ce pas? Ah oui, c'est certain, il y aura la guerre, ça c'est certain, il y aura la guerre. Et c'est pas notre business, hein, parce que nous on produit les choses, et là vous achetez, moi je ne pose pas de questions, mais entre nous, cette guerre-là, vous allez attaquer qui? La France? La Belgique peut-être? Dis-moi, entre nous, hein? Ben non, la France, les gens ne l'intéressent pas, on va attaquer l'Union soviétique. Ben, ça c'est intéressant. En fait, ça c'est formidable. Hitler, c'est un rêve. Ce type-là, il fait tout pour nous. Il va non seulement, avec lui, on gagne de l'argent, il élimine les rouges, et maintenant il va exterminer, en finir avec la source du communisme en Union soviétique. C'est un type comme ça. Cette guerre, c'est pourquoi? Il ne faut pas croire que les Américains avaient peur de la guerre. Non, ils se réjouissaient déjà d'avance de cette guerre. C'est une guerre qui allait en terminer
une fois pour toutes, avec ce problème qui représentait pour eux l'existence de l'Union soviétique. Okay? Alors, tous ces gens-là, ils ont produit pour les nazis. Je parle de Ford et de General Motors. À Rüsselsheim, à côté de Francfort, General Motors produisait surtout des avions Junkers 88, des bombardiers, qui, quelques années plus tard, ont bombardé la Belgique, la France, Londres, produits par les Américains. Okay? Ford à Cologne a produit surtout des chars et des camions. Vous savez, quand les Américains et les Canadiens ont débarqué en Normandie, ils ont capturé leurs premiers chars et camions allemands, ils ont regardé, c'était le même moteur qu'ils avaient dans leur camion. Autre chose, on faisait du business avec Blair, on y gagnait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à ce problème de l'Allemagne nazie? L'Allemagne, pour gagner la guerre, a préparé une nouvelle formule, a utilisé une nouvelle formule de guerre. La guerre éclair, n'est-ce pas? Blitzkrieg, guerre éclair. C'était quel genre de guerre? Eh bien, les Belges, les Français, ils pensaient toujours 14-18, nous sommes là dans le tranchée, imaginons, où sont-ils? Quand ils arriveront, ce sera comme en 17 à Verdun. L'avantage, c'est la défense, n'est-ce pas? Alors, Hitler le savait, les Allemands savaient. Au lieu de ça, les Allemands sont pas arrivés, et tout d'un coup, ils étaient là, oui, mais là-bas et là-bas aussi. Parce qu'ils allaient arriver avec Stuka, avec des chars, avec l'infanterie, l'artillerie. Et en quelques heures, c'est terminé pour les Belges à Ebenema, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, donc, le système guerre éclair. Mais pour faire la guerre éclair, il faut des chars rapides, des camions pour transporter les troupes en toute vitesse, n'est-ce pas, pour percer vers Abbeville. Hein. Il faut aussi encore de l'essence. Beaucoup d'essence. Où est le pétrole en Allemagne? Eh bien, la dernière fois que je suis allé en Allemagne, il y avait beaucoup de bière, surtout en Bavière, mais je n'ai pas vu de puits de pétrole. Alors, l'Allemagne devait et doit toujours importer chaque goutte de pétrole, essence. D'autre part, d'où venait l'essence avec laquelle les chars américains, allemands ont percé sur Abbeville, Paris, plus tard, avant Varsovie, plus tard Leningrad? Eh bien, demandez à Texaco et demandez à Exxon. C'est eux qui ont fait. Et ils ont gagné beaucoup de sous là-dessus. En 39, oui. En 40, oui. En 41, oui. Vous savez, en été 41, quand les chars allemands se trouvent devant Moscou et Leningrad, vous savez quel pourcentage de l'huile moteur utilisée par les Allemands venait des sources américaines? Un chercheur allemand m'a montré le document. Donc, l'huile à moteur, très important, n'est-ce pas? Pour dire en façon belge, 96%, 96%. Alors, en fait, on peut dire, et un historien américain a écrit, que sans essence américaine, Hitler n'avait jamais pu envahir la Pologne, la France, la Belgique, l'Union soviétique. C'était impossible. Alors, pour les grands industriels américains, Hitler, le fascisme, ce n'était pas un problème. C'était un copain, c'était une solution. Parce que pour eux, en fait, le danger, c'était les rouges. C'est l'inverse. C'est une ironie de l'histoire. Que la guerre qui a suivi, dans cette guerre, les Américains sont battus, en fait, avec leur ennemi, l'Union soviétique, contre leur ami, l'Allemagne nazie. Et moi, j'ai trouvé quelque part, je cite dans mon livre, j'ai cité un général américain, des généraux qui discutent pendant la guerre à West Point, ils disent, cette guerre est idiote, parce que nous battons contre le mauvais ennemi, avec le mauvais allié. Même pendant la guerre, les Américains, je parle des leaders américains, l'élite, ils détestaient l'Union soviétique. Ils n'avaient rien contre les nazis. Dans cette lumière-là, vous pouvez peut-être comprendre qu'après la guerre, les Américains ont protégé de grands criminels de guerre nazis, vous le savez, n'est-ce pas? Comme Barbie, Mengele, on leur a fait des passeports. Pourquoi? C'est de bons anticommunistes comme nous.
Ils les ont protégés. Et tout ce qui est antifasciste, on l'a foutu en prison. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. On a parlé de Brecht, justement. Hein, on lui a causé des difficultés. Parce que les antifascistes, on n'aimait pas. Mais les fascistes, c'était les bons, n'est-ce pas? Von Braun était membre de la SS, ça c'est certain. Alors bon, on pourrait continuer un peu et dire, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les Américains sont supposés d'être entrés en guerre pour sauver les Juifs. Bien sûr, c'était un mythe. Ce qui s'est passé, ce que Hitler faisait avec ces Juifs en Allemagne, n'avait aucun intérêt pour les industriels américains. Et pourquoi? Ils étaient antisémites eux-mêmes. Peu de gens savent qu'aux années 20, Henry Ford lui-même a écrit un livre très antisémite qui a inspiré Hitler en même temps. Et dans son bureau, Hitler avait une photo d'Henry Ford parce qu'il l'admirait beaucoup. Pourquoi? À cause de ses convictions antisémites. Le racisme, est-ce que c'est un problème pour les Américains que Hitler était raciste? Ah ben non, ils étaient racistes eux-mêmes. Les Noirs en Amérique, où ils sont en 45, quoi? Ben, nulle part, il n'y a pas après la guerre, quoi. Alors on était racistes aux États-Unis, le fait qu'Hitler était raciste, pas de problème du tout. Alors bon, continuons un peu. C'est maintenant 1939, et la guerre éclate en Europe. Surprise, c'est pas la guerre qu'on avait attendue. Parce que Hitler n'attaque pas l'Union soviétique, non. Il y a eu ce pacte entre Hitler et Staline, c'est difficile à comprendre. Et maintenant, ils attaquent la Belgique et la France. Mon Dieu, c'est compliqué l'histoire, n'est-ce pas? Voilà, alors, est-ce que c'est un problème pour les industriels américains? Ça nous est égal. Ça nous est vraiment égal. En fait, le business est excellent. Parce que maintenant, la guerre commence. Hitler a encore besoin de pétrole. Alors ça arrive. Hein. Ça arrive par l'Espagne, par exemple. Hein. Par l'Espagne de Franco. Sans aide américaine, Franco n'aurait peut-être pas gagné la guerre civile en Espagne non plus. Hein. Mais il y avait des grands supporters, comme en Amérique, comme Mussolini et Hitler. Il était adoré par les élites américaines. Mais bon, alors c'est une guerre différente de ce qu'on avait pensé. Mais bon, alors la guerre contre l'Union soviétique, ça viendra encore plus tard peut-être. Mais en tout temps, on profite beaucoup de ça. On profite beaucoup. Les investissements américains en Allemagne, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Aux années 30, ça commençait. Et en 39, en 40, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais bien sûr, à un moment donné, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Je répète, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, pas l'inverse. Beaucoup de gens croient que Hitler a déclaré, que les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais non, c'est pas vrai. C'est Hitler qui l'a fait. Et pourquoi il a fait cette autre histoire? J'en parle dans mon livre. Si ça vous intéresse, je vous laisse sur votre faim. Vous devez acheter mon livre pour savoir. Vous pourrez poser la question après la présentation. Mais alors, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Et il y a des gens, des fois, quand on parle de cela, du fait que des grandes associations, firmes américaines, avaient des investissements en Allemagne, d'ailleurs, on n'en parle pas normalement, hein, on n'en parle pas du tout, hein, c'est un sujet tabou. Hein, mais si vous demandiez, par exemple, à un directeur de Ford à Détroit, est-ce que c'est vrai que vous aviez des investissements en Allemagne avant la guerre? La réponse serait oui, je crois. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous voulez savoir? Hein? Oui, alors, alors vous avez des investissements en Allemagne, alors vous avez travaillé pour le régime nazi. Oui, mais pourquoi vous voulez savoir? Vous voulez poser des questions. Et si vous demandiez, par exemple, et quand la guerre a commencé, vous avez livré des camions, etc. Oui. Mais oui, on était neutre, hein, attention. Hein. Alors là, il ne faut pas oublier qu'en 1939, en 1940, c'était la guerre en Europe, et nous, on était neutre, on avait même le droit de produire et de vendre. Ça, c'était pas notre affaire. Hein. Les Suisses, les Suédois ont aussi vendu du matériel de guerre aux Allemands et n'importe qui, n'est-ce pas? Alors vous avez le droit. Mais oui, monsieur, mais après Pearl Harbor, quand il y a eu la guerre, quand Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé
avec vos investissements. Alors là, la réponse serait quelque chose comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois réfléchir. Oui. Les nazis, ils ont confisqué tout. Ils ont tout confisqué. Ah bon, alors non. Et en 1945, on a récupéré le investissement. Ah oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai? C'est un mensonge. Pas vrai du tout. Tout est resté comme auparavant. Les nazis n'ont rien confisqué. C'était, comme on dit en anglais, business as usual. Les affaires continuent. Et continuent bien. Même après Pearl Harbor, Ford, General Motors, IBM, ITT ont gagné beaucoup d'argent en Allemagne. Je parle par exemple de IBM. Vous savez, il y a un livre sur le rôle d'IBM sous le nazisme qui est assez connu. Et ITT produisait, ITT, le téléphone, Bell, produisait un des chasseurs les plus formidables des Allemands, là, ce chasseur de nuit, le Focke-Wulf. Ça vous dit quelque chose, Focke-Wulf? Pour ceux qui connaissent un peu l'équipement, le matériel de guerre des Allemands, c'était produit par ITT. Et vous savez, quand il y avait la guerre éclair, et voilà le petit Belge avec des mâles qui attend l'arrivée des soldats allemands, et tout d'un coup, il y a des infanteries qui attaquent, il y a des Stuka, il y a des chars un peu partout. Les surprises, c'était énorme. Mais est-ce que vous pouvez demander, est-ce que c'était difficile pour les Allemands d'attaquer en même temps? Parce que l'avion décolle, le char attaque, ils doivent arriver tous en même temps. Il faut des systèmes assez sophistiqués de communication. Qui a livré ce système de communication? Voilà, ITT, Bell. Alors, la technologie, toute la technologie de la guerre éclair, dans un sens, a été fournie par l'industrie américaine. Et revenons à nos moutons, pour ainsi dire, pendant la guerre. Alors, même après Pearl Harbor, les grands investissements américains en Allemagne ont continué à produire pour l'effort de guerre nazi. Et Hitler et les nazis ont continué à payer les factures. Qu'est-ce que les Américains ont fait avec cet argent-là? Et il y a encore d'autres questions concernant ce problème-là. Ford, par exemple, a une usine gigantesque à côté de Cologne, au bord du Rhin, facile à identifier, même de 2 km, 3 km. Pendant la guerre, les Alliés ont bombardé Cologne, toutes les églises, cathédrales, tous capoutes. Pas une seule bombe n'est jamais tombée sur l'usine de Ford à Cologne. À Cologne, les gens qui ont vécu la guerre vous diront que pendant un bombardement allié, l'endroit où on était en sécurité, c'était la grande usine de Ford au bord du Rhin. Pourtant, est-ce qu'on ne savait pas? Ben oui, on savait. Les Américains disaient, c'est à nous ça, on ne bombarde pas notre propriété. La même chose à Rüsselsheim, la même chose aux usines au côté de Stuttgart, de IBM, on n'a pas bombardé. Pendant la guerre, tout de même, les Américains en Allemagne avaient quelques problèmes. Parce que, par exemple, la guerre éclair, ça devait marcher bien en Pologne. Ça marchait en Belgique, en Hollande, ça marchait en France, et ça devait marcher en Union soviétique. Ah oui, ça devait marcher. Quand la guerre a commencé en Union soviétique, en juin 1941, on a demandé à un spécialiste en Allemagne, ça va durer combien de temps là? Ils ont dit 6 semaines. Ça va terminer en 6 semaines. C'était l'avis donc du Oberkommandeur der Wehrmacht à Berlin. Et à Washington et à Londres, quel était l'avis des spécialistes là? Eh bien, on disait 6 semaines. À Washington et à Londres, on est d'accord, 6 semaines. On a dit, je cite un général américain qui a dit, l'armée allemande va craquer l'armée rouge comme un œuf, comme ça. Et un spécialiste britannique a dit, l'armée allemande va passer. Donc, je ne sais pas comment le dire en français, va couper. Donc, l'armée rouge comme un couteau chaud dans le beurre, comme ça. Alors bon, ça commence bien, mais après 6 semaines, il n'y avait toujours pas la victoire, n'est-ce pas? Et la victoire nous a venue. Ça voulait dire, parce que cette guerre éclair avait un côté militaire, mais aussi un côté économique. Parce que Hitler savait, il n'était pas bête, que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale.
pas à cause d'une infériorité militaire, mais à cause de cet encerclement par les Alliés et le manque des ressources telles le pétrole, etc. En fin de compte, les Allemands n'avaient plus rien en 18. Du point de vue militaire, ils étaient toujours très forts. Ils ont encore lancé une offensive gigantesque au printemps 18, vous le savez. Ils ont en fait, pour ainsi dire, arraché la défaite de la gueule de la victoire. Pour traduire l'image, quoi, métaphore anglaise. Alors Hitler savait que pour gagner une guerre, l'Allemagne devait gagner vite. Parce qu'une guerre prolongée, l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Tandis que les amis de l'Allemagne, l'Union soviétique, les Britanniques, les Américains avaient des ressources partout au monde. Alors, victoire rapide ou défaite. Victoire rapide ou défaite. La victoire rapide vous permettra aussi de mettre la main sur les ressources des pays qui sont conquis, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, le grand prix aurait été l'Union soviétique. Parce que là, il y a le pétrole de Bakou et de la Tchétchénie. Ce n'est pas une coïncidence que c'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a l'huile et le pétrole dans l'air quand on parle de ça, n'est-ce pas? Comme le Moyen-Orient en général. Hein? Alors, l'idée de la guerre éclair était donc de battre l'Union soviétique, donc de mettre la main sur les richesses de l'Union soviétique, et après 6 semaines, les travailleurs allemands pouvaient rentrer chez eux pour aller travailler chez Ford, etc. Mais non, ils ont dû rester. Ils sont restés en Allemagne. Alors, un grand problème pour les industriels américains en Allemagne, ainsi comme pour les industriels allemands, c'est le manque de main-d'œuvre. Alors, quelle était la solution des Allemands? Esclaves. Esclaves. Des déportés. Ouvriers de la France, de la Belgique, de l'Ukraine, de n'importe où. Et en fait aussi, oui, tous ces camps de concentration, les gens, on a tué des gens tout de suite, mais la majorité, ils ont dû travailler 2 jours et demi. Et si on n'avait plus considéré des tombés morts, pas de problème, il y en a d'autres qui arrivent. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y avait toutes sortes de grandes usines allemandes et aussi américaines, à côté d'Auschwitz, de Dachau, de Mauthausen. C'était pour exploiter la main-d'œuvre de ces gens-là. On sait que pour Siemens, Mercedes, Volkswagen, ils ont profité de ces systèmes d'esclavagisme, on dit en français, je crois, hein, des nazis. Est-ce que, par hasard, les usines américaines en Allemagne, pendant la guerre, ont utilisé des esclaves? Absolument. 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 Mais même des prisonniers de Buchenwald ont travaillé pour Ford. Et Ford leur a payé combien? 0. La bouffe était bonne dans la cantine? Non. Le taux de mortalité était élevé? Ah oui. Mais pas de problème parce qu'il y avait de l'ordre, il n'y avait pas de syndicat, il y avait la SS pour garder un œil sur vos ouvriers. Système formidable. Comme ça, les profits réalisés par Ford et General Motors pendant la guerre en Allemagne ont encore augmenté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Eh bien, ils ont acheté beaucoup d'autres, ils ont investi encore plus en Allemagne pendant la guerre, encore plus. Le stock d'investissement américain en Allemagne était plus grand en 1945 qu'en 1939. Et quand on commençait à parler après la guerre des réparations allemandes aux victimes des nazis, alors des réparations allemandes par exemple à l'Union soviétique, comme après la Première Guerre mondiale, des réparations pour la France et la Belgique, et on a dit oui, d'accord, à Yalta, Téhéran, oui, certainement, les Allemands vont payer, pas de problème. Et tout d'un coup, il y a eu un coup de fil de Détroit à la Maison Blanche. Idiot. Idiot. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Vous êtes des idiots, là. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que ces usines-là, c'est à nous. Si vous permettez aux soviétiques de mettre la main sur les richesses d'Allemagne pour avoir des réparations, nous, ce seront nos profits, c'est notre argent. Alors, ça ne va pas. Alors, d'accord, pas de réparation pour les soviétiques. Le début de la guerre froide, c'est un peu comme, pas seulement, il y a d'autres facteurs aussi qui ont joué un rôle, mais le refus donc, des Américains
de permettre à l'Union soviétique de récupérer des réparations auxquelles ils avaient droit et auxquelles les Américains avaient consenti pendant la guerre. C'est tout ça qui a causé donc la guerre froide. Mais les Américains ont fait beaucoup d'argent et ils ont aussi ils n'ont pas investi tous ces profits en Allemagne même, parce que c'est pour ça qu'il y a les banques en Suisse, n'est-ce pas? Vous savez ça, il y a des pays comme la Suisse, il y a des banques en Suisse, vous le saviez? Oui, il y a des banques en Suisse. À Bâle, par exemple, il y avait une banque qui s'appelle en anglais, je ne connais pas le nom en français, The Bank for International Settlements, la banque pour les règlements financiers internationaux. Une banque qui avait été créée aux années 20 en Suisse, surtout par des Américains et des Allemands. Et selon la constitution de cette banque, le grand chef toujours un Américain, et le directeur toujours un Allemand. Cette banque était là pendant la guerre à Bâle? Oui. Et le président était américain? Oui. Et le directeur était allemand? Oui. Et le directeur allemand était nazi, un grand nazi. Et ils se parlaient, ah oui, tous les jours, bon copain, tous les jours. Et souvent, il y avait des visiteurs d'Allemagne. Et l'ambassadeur américain à Berne était souvent là-bas. On se voyait, on arrangeait des choses comme ça. Alors, c'est presque 100% certain que beaucoup d'argent américain, d'argent gagné par les Américains en Allemagne, a trouvé son chemin en Suisse par cette banque-là. Il y a toujours là, cette banque-là. Il faudra leur écrire une lettre pour demander si c'est vrai ou non, mais c'est presque certain. Alors voilà, c'est comme ça que donc on a la guerre. Entre-temps, bien sûr, les batailles. On peut parler aussi de la façon dont les Américains ont fait la guerre. Pourquoi, par exemple, ils ont attendu de débarquer en Normandie jusqu'au moment où ce n'était plus nécessaire? Parce que les gens se demandent souvent le tournant de la guerre, c'était quand? Et quand on regarde la télévision, chez nous au Canada, et aux États-Unis, et bien en France, beaucoup de gens qui croient qu'à la Normandie. Juin 1944, en Normandie, les Alliés sont venus, et c'était le début de la libération de l'Europe, c'était le début de la fin pour les nazis. Ben, pas du tout, pas du tout. La guerre est terminée. Ben, pas terminée, mais la tournant, c'est pas avant. Mais quand ça? Stalingrad. Mais non, même pas Stalingrad. Même pas. Tournant de la guerre, je veux dire, et quand? C'est le 5 décembre 1941. Je vous ai dit, je vous ai expliqué que pour gagner la guerre, l'Allemagne devait gagner la guerre très vite. À cause de cela, ils avaient le système guerre-éclair. Ça marchait très bien en Pologne, en France, en Belgique, ça devait marcher très bien en Union soviétique, 6 semaines. On lance la guerre, juin, ça sera terminé, mi-août, on sera là, retour pour la rentrée qu'on dit en France, le 1er septembre. Eh bien, le septembre, non, c'est d'abord encore la rentrée. Ah, ok, bon, alors, ça, bon, 8 semaines, c'est la fin septembre-octobre. Toujours pas, donc des succès gigantesques, hein, je vous dis, je nie pas les succès des Allemands au début, hein, et des pertes énormes pour l'Union soviétique, on pourrait parler de ça aussi, un thème très important, parce que de toute façon, des fois, on faisait en profondeur. Hein. Les Belges ont essayé d'arrêter les Allemands au canal d'Albert, les Français à l'île Maginot, ça ne marchait pas. Hein. On devait se défendre en profondeur. Bien sûr, en Belgique, il n'y a pas de profondeur. Mais en Union soviétique, la profondeur. Mais bien sûr, on devait sacrifier ces troupes là-bas. Alors, ça, c'est autre chose. En tout cas, en octobre, c'est toujours pas fini. Et en novembre, c'est toujours pas fini. Et en décembre, le 5 décembre, c'est la première contre-attaque soviétique devant Moscou. Et ce jour même, on sait que les généraux allemands ont dit à Hitler, Mein Führer, nous avons aussi mauvaise nouvelle. Ah, mauvaise nouvelle. Oui, contre-offensive de l'Union soviétique, de l'armée rouge. Et ce sera dur, et il faudra oublier cette idée qu'une guerre éclair vous apportera une victoire éclair. Et vous savez, sans victoire éclair, pas de victoire du tout. En fait, ces généraux lui ont dit à Hitler, ce jour-là, le 5 décembre, vous allez perdre la guerre. Nous allons perdre la guerre. 41.
Le 5 décembre 1941. Devant Moscou, quoi. Oui, devant Moscou. Le 5 décembre, le 5 décembre. Parce que Hitler a dit, mais est-ce qu'on va tenir le front? Oui, on pourra tenir le front. Et Hitler a dit, mais on ne peut pas relancer une offensive au printemps prochain. Oui, mais l'élément de surprise ne sera plus là. Les stocks de pétrole commencent à ont disparu, et ce sera plus difficile alors, tout sera plus difficile. Et on a eu des pertes gigantesques. Les soviétiques aussi, mais eux, ils ont encore des réserves que nous n'avons pas. Et entre-temps, il y a toujours cette guerre contre les Britanniques. Hein, pas encore contre les Américains. Alors, ce jour-là, Hitler a compris que l'échec donc, de la politique, pour ainsi dire, la guerre éclair, voulait dire qu'il allait perdre la guerre. Mais personne ne le savait. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que c'était Stalingrad, le tournant de la guerre. Non, parce que là, Stalingrad, tout le monde a su. Après Stalingrad, tout le monde savait l'Allemagne va perdre la guerre. Mais Hitler le savait déjà un an auparavant. Alors, c'est le 5 décembre. Hitler est là. C'est merde, en allemand. Qu'est-ce que je vais faire? Et il réfléchit. Et quelques jours plus tard, il ouvre son journal, le Völkische Beobachter. Regarde-moi ça. Il regarde ça. Japonais attaque Pearl Harbor. Surprise pour Hitler. Grande surprise. Pourquoi surprise? Le Japon et l'Allemagne, c'est même des alliés. Hein? Oui, mais ne parlez pas. Chacun des alliés avait ses idées de la guerre. Et les Allemands, quand eux, ils avaient attaqué la Pologne et après la Belgique, la France, l'Union soviétique, n'avaient jamais rien dit aux Japonais. Pourquoi? Peur d'espion. Hein? Alors les Japonais sont décidés d'attaquer les Américains, n'ont rien dit aux Allemands. Pourquoi? Peur d'espion. Alors pour Hitler, c'est toute une surprise. Il a lu dans le journal. Il a dit, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe au monde? Nous sommes en train de perdre la guerre en Union soviétique. Maintenant, il y a une autre guerre là-bas, côté du monde. Incroyable. Il a pensé. Mais j'ai une idée brillante. Ici, les gens. On va déclarer la guerre aux États-Unis. Il dit, moi, vous êtes con. Excusez-moi, ce ne serait pas très intelligent, monsieur le Führer, parce que nous avons déjà des problèmes en Union soviétique. Pourquoi déclarer la guerre aux Américains? C'est idiot. Nous avons déjà trop d'ennemis, nous avons déjà perdu la guerre. Ah oui, car il dit, moi je suis très malin. Et moi je sais ce qui va se passer. Moi, je ne dois pas déclarer la guerre aux États-Unis. Beaucoup de gens croient qu'Hitler devait déclarer la guerre à l'ennemi de son allié japonais. Mais ce n'était pas vrai. Parce qu'en fait, quand Hitler a attaqué l'Union soviétique, par exemple, le Japon n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, n'est-ce pas? Ni à la France, je crois. Hein. Alors Hitler ne devait pas. Il dit, je vais le faire. Pourquoi? Eh bien, si moi je fais ça, sans devoir le faire, les Japonais, ce sont des gentlemen, eux, ils vont sans doute, je suis en suis certain, déclarer la guerre à notre ennemi, à nous, à l'Union soviétique. Et comme vous le savez, en la Mandchourie, là, il y a une frontière entre la Chine occupée par les Japonais, où il y avait d'ailleurs le gros de l'armée japonaise, et la Sibérie. Et beaucoup de gens s'attendaient qu'un jour, les Japonais allaient attaquer les Russes. Ils avaient déjà attaqué l'Union soviétique en 1939, n'est-ce pas? Vous le savez, vous ne savez pas? Oui, vous savez. C'était battu. Alors, Hitler dit, moi je déclare la guerre à l'ennemi américain de mon copain japonais, et les Japonais vont dire, merci Hitler, vous êtes un trésor, on va déclarer la guerre à votre ennemi, c'est qui encore? Ah oui, l'Union soviétique. Alors, c'est à cause de pour ça, j'en suis convaincu, qu'Hitler a déclaré la guerre aux Américains. Quelle surprise! Parce qu'en fait, les Américains n'ont pas l'intention de commencer la guerre contre l'Allemagne à ce moment-là. Alors, c'est maintenant, l'Allemagne est en guerre contre les Américains, et les Japonais ont fait quoi? Ils ont dit, merci beaucoup, et on vous souhaite bonne chance. Mais les Japonais n'ont pas déclaré la guerre à l'Union soviétique. Hitler avait espéré qu'en déclarant la guerre, en attaquant l'armée rouge en Sibérie, les Soviétiques, comme ça, auraient dû faire la guerre sur 2 fronts, et comme ça, ils auraient encore eu un petit espoir de gagner. Mais les Japonais n'ont pas fait. Comme ça, l'Union soviétique a pu continuer la guerre sur le seul front Est, et pour les Allemands, la situation était pire.
Voilà, j'ai voulu éclairer un peu les choses dont je parle dans mon livre. C'est beaucoup, c'était déjà trop. J'ai arrêté ici et vous donner l'occasion de poser des questions, si ça vous intéresse. Merci. Voilà. Donc, on a essayé de retracer l'ensemble, je dirais, des deux guerres, l'histoire, et les objectifs qu'ils avaient. Et ben bon, là, je vous laisserai la parole. Je peux vous donner deux éléments. Dommage, il avait ici, on pouvait retrouver un certain nombre de documents. Et il a été fermé, ou il y avait un problème. Et moi, il y a un truc que je vais vous faire partager. Quand il parle alors c'est un capitaine, comment on appelle ça, américain, qui débarque sur la plage de Normandie, c'est ce qu'il dit. Hein. Et le gars, quand il arrive, bon, il perd le trois quarts de sa compagnie. Et le gars, il a 25 ans ou 26 ans, mais c'est des jeunes gradés, quoi. Et effectivement, quand il ouvre, il se rend compte que c'est pareil que ce qui débarque, quoi. Et il écrit le courrier, et il y avait le courrier. Et il écrit à son colonel, il dit, mais je ne comprends pas, j'ai perdu la moitié de ma compagnie, et les armes qui sont en face de moi, c'est les mêmes que celles que j'ai. Vous imaginez, moi, je refais, dans le truc, 225 000 morts américains, des Canadiens américains sur la plage de Normandie. Vous vous rendez compte, le gars, dans sa tête, qui s'en sort, qui jetait autour de lui de cadavres, et qui voit ça. C'est quand même impressionnant. Et moi, c'est la première fois que je l'entends. Imaginez-vous des soldats qui se sont rendus compte de ça et qui étaient, quoi. Donc voilà, c'est des trucs sur l'histoire qui sont quand même importants. Et sur les bombardements de colonnes, si on fait le joint des deux, mais Jacques qui reviendra cet après-midi, ça c'est sûr. Alors si vous vous rappelez, les Anglais, par rapport au problème des révolutions, ils avaient imaginé de bombarder les quartiers ouvriers. Hein, qu'ils n'ont pas fait parce que la révolution était trop importante. Sur, comment on appelle ça, dans le deuxième film, il y a, où il explique, en Allemagne, ils ont bombardé tous les quartiers ouvriers, il ne va pas plus loin, et il dit que toutes les entreprises n'ont pas touché. Et à Marseille, le 27 mai, 4000 morts, où, dans les quartiers ouvriers, où il y a les portuaires, les dockers, 4000, pourquoi? Parce qu'il y a une insurrection, 8 jours avant, 8 jours après, on tue 4000 Marseillais. Voilà. Alors, si vous avez des questions, mais mes collègues peuvent me rejoindre. Ouais. Non. Voilà, si vous avez des questions ou... Alors, on m'a demandé, bon moi, pour ceux qui le voudront, je donnerai tout ce que j'ai pu collecter et en lire non parce que je ne les ai pas là, mais vous pouvez retrouver sur les sites. Voilà, moi je donnerai tous ceux qui le veulent l'ensemble des dossiers. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir pour ce matin déjà, c'est de fournir à tous ceux qui le souhaitent, mais enfin autour de nos organisations, ces références, on va dire, pour qu'ils puissent eux aussi les avoir, les utiliser, etc. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal aussi de conférences d'Annie de la Croix-Brise, mais qui sont beaucoup plus longues, hein, beaucoup plus détaillées, parce qu'elle rentre sur le détail de ce qui s'est passé en France. Elle a analysé le patronat français, qui est décrit un peu par Morales. Si aujourd'hui le patronat français est encore, enfin on l'a vu d'ailleurs pour les bénéfices des actionnaires, hein, la France elle est le premier mondial, 75% des revenus retournent dans la poche des actionnaires, alors que si on prend les États-Unis, c'est 42% qui va dans la poche des actionnaires. Donc on est le pays où le patronat est le plus violent, quoi, le plus réactionnaire, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est le plus ancien. Pour elle le disait, c'est un patronat qui s'est mis en place après la Révolution française et qui a malheureusement de l'expérience beaucoup plus importante que le patronat outre-Atlantique ou dans les autres pays. Voilà. Oui.
On a dit aux alentours de 12h30, le collègue camarade me disait si on a le temps. Oui, on a le temps jusqu'à 12h30, 1h moins 20, avant d'aller au buffet. Et avant d'aller déjeuner, on accordera du temps de parole à nos camarades espagnols et italiens. Tout à fait. Je pense que, comme moi, vous avez été émerveillés d'écouter ces deux témoignages que je qualifie vraiment d'extraordinaires. J'apporte le témoin de cette époque que j'ai vécue, et la première question qui se pose, et qu'on nous pose souvent aux anciens, pourquoi votre engagement? C'est vrai que ma génération, je suis né en 1926, a eu l'avantage d'avoir des parents qui avaient fait la Première Guerre mondiale et qui avaient passé également la période de la lutte contre le fascisme en France. Je prends l'exemple typique de mon père. Et c'est intéressant parce que mon père était membre du Parti socialiste et CFIO de l'époque. Et vous verrez que quand je rappelle ces souvenirs, ça confirme ce qui a été dit. Parce que j'ai été, si vous voulez, élevé comme la génération en général à laquelle j'appartiens, avec un esprit anti-Bosch, pas anti-nazi, anti-Bosch. Alors mon père est né en 1890, en 1910 il a 20 ans, il part au service militaire 3 ans, il revient en 1913 pour repartir en 1914 4 ans. Il a fait en tout 7 ans, et la génération à laquelle j'appartiens, on nous a éduqués justement dans cet esprit anti-Bosch, et nous les jeunes à l'époque, on a compris dès les premières esquisses de la guerre que c'était non pas une guerre anti-Bosch. Voilà, et je crois ce qui est intéressant d'ajouter à tout ce qui a été dit, comment se comporte l'opinion publique. Vous savez, l'opinion publique, elle est très versatile. Et la leçon de la Deuxième Guerre mondiale nous en donne l'occasion de le constater et d'y insister pour l'avenir. L'opinion publique est versatile. Je vais citer l'exemple marseillais. Pétain, en 1941, vient à Marseille. 100 000 Marseillais l'accueillent à la cathédrale. À la Libération, le général de Gaulle, à la préfecture, s'adresse aux Marseillais. 100 000 Marseillais l'accueillent. Donc, il faut transformer cette opinion publique, hein, et c'est là que c'est une véritable guerre idéologique. D'ailleurs, la bataille de la résistance avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de ne pas se soumettre comme les capitulats devant Hitler, mais le deuxième, c'était de gagner l'opinion publique. Et enfin, le troisième, préparer la libération. Vous voyez, on avait donc tout un travail énorme à faire. Mon parcours, étant né en 26, quand la guerre se déclare, 1939, j'avais 13 ans. J'avais passé 2 ans avant, je crois, de certificat d'études, je continuais jusqu'au brevet élémentaire. La scolarité était jusqu'à 14 ans, mais je suis allé jusqu'à 16 ans, date à laquelle j'ai pris mon brevet élémentaire. Et 1942, la France n'était pas encore occupée, cette zone, 1942, et je vais travailler, on m'affecte aux ateliers terrain, qui est la plus grande entreprise de réparation navale de l'époque.
Il y avait 800 salariés. Avec l'éducation que j'ai reçue, mes premiers contacts au travail à 16 ans, je rencontre deux militants qui déjà étaient engagés, malgré que la zone n'était pas occupée, et qui comprennent que je suis vraiment acquis à l'action, et de ce fait, je prends mon engagement d'abord dans la CGT clandestine, parce que même pendant cette époque, on revendiquait, ça nous est arrivé de faire à terrain une heure de grève pour la salissure, pour avoir des vêtements, enfin pour des tas de questions. Évidemment, c'était également contre l'occupant, mais il fallait agir avec adresse. Et ça a marché. Mais on ne pouvait pas faire des grèves prolongées. Mon activité, la distribution de tracts, gagner la bataille des idées. On m'encourage à aller au-delà de l'entreprise, parce que c'est bien beau, mais il y avait des milliers, des millions de voix à gagner. Donc, dans Marseille, on commence aussi un travail de propagande, de distribution dans les boîtes à lettres. Tout ça, ça se situe au début, et en novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Pourquoi? Parce que ils avaient peur, le fait du débarquement des Alliés en Algérie, ils appréhendaient que l'Algérie constituait la première plateforme importante pour venir débarquer dans le Midi. D'ailleurs, l'adversaire a toujours pensé que le débarquement se ferait dans le Midi. D'ailleurs, ils avaient fait des constructions adéquates, et comme l'histoire nous enseigne, ça s'est passé en Angleterre, et le plus proche de l'Angleterre, c'était l'Algérie. Et donc, une fois de plus, là, Hitler démontre qu'il ne respecte pas les accords. Ben, vous savez, avant la Première Guerre mondiale, il y avait comme ça des effervescences. L'Allemagne avait commencé à annexer des pays. La France et l'Angleterre vont s'engager, ils étaient engagés. Mais les dirigeants français, poussés par notamment des dirigeants à l'époque communistes, socialistes, pour essayer au moins de rencontrer Hitler. Et naturellement, ces dirigeants vont rencontrer Hitler en 1938, à Munich. Et là, les dirigeants français à l'époque, Daladier et Reynaud, pensent que ça y est, ils ont sauvé la paix. Vous pensez bien que les mêmes dirigeants révolutionnaires de l'époque ont indiqué non, les dirigeants français n'ont pas sauvé la paix. Ils ont capitulé devant Hitler. Et effectivement, un an après, intervient, un an et demi après, la guerre, l'Angleterre et la France qui s'étaient engagés entre en guerre. En Allemagne, en Algérie, le débarquement se fait dans un département français. Et dans ce département français, Pétain avait délégué un général, le général Giraud. Et comme le général Giraud était un homme assez docile, il voulait que le représentant de la France soit Giraud. Alors que De Gaulle, on va fêter lundi l'appel du 18 juin, alors que De Gaulle, lui, était rejeté par les Américains. De Gaulle avait l'accord, évidemment, des Anglais, mais les Américains l'ont rejeté. Et il fallait donc qu'on arrive à faire en sorte que le vrai représentant de la France soit De Gaulle. Alors là, il était considéré comme le représentant de la France libre, tandis que Giraud, il était le représentant d'un département. C'est là que De Gaulle fait appel à Jean Moulin.
Jean Moulin est mandaté de venir en France et de constituer la résistance. Il y avait la résistance, mais il fallait essayer de l'unifier pour donner à De Gaulle l'autorité nécessaire. Et donc, alors que les organisations de résistants étaient hostiles à une unification, ça se comprend. Pour se sécuriser, on disait, si on arrête un dirigeant, dans la mesure où il n'est que d'un groupe, bon, c'est le groupe qui est atteint. Mais si on réunifie, on expose. Alors l'accord s'est bien produit pour que les organisations acceptent, et elles acceptent en disant on va s'unifier à la tête, mais on garde nos organisations sur la base des départements. Et c'est ainsi que et là c'est le 75e anniversaire, il y a quelques jours, 75e anniversaire de la création, le 27 mai 1943, du Conseil national de la résistance. Là, on a fait, à cet effet, avec la RAC, on a sorti un document là, que j'ai donné, s'il y en a qui sont intéressés. On en a quelques-uns pour vous les distribuer. Donc, ça a été... Et de ce fait, les Américains se sont soumis. De Gaulle avait toujours l'appui des Anglais. Les Américains se sont soumis à faire que De Gaulle soit le représentant, et en Algérie, on a constitué le Conseil national du comité français. Non, le premier pas du gouvernement provisoire. Oui, le premier pas du gouvernement provisoire. Et le général Giraud n'a pas été écarté. On l'a mis ministre de la Défense. Alors, parallèlement, vous aviez l'organisation qui préparait pour la libération, et de l'autre côté, vous aviez le Conseil national de la résistance qui, lui, agissait en France. Et les jeunes que nous étions, on disait, nous, on veut bien se battre, etc., mais quel sera l'avenir après? Et cette idée a mûri et a été prise en considération par le Conseil national. Et de là, ils ont dit, oui, on va faire le programme du Conseil national de la résistance qui a été élaboré par tous les membres. Et figurez-vous qu'il y avait un impératif exigeant. Il fallait qu'il y ait l'unanimité. Une abstention, on n'accorde pas. Vous voyez que le mérite du Conseil national de la résistance, qui a été publié le 15 mars 1944, un peu avant la libération, a ce mérite d'avoir été bien à plusieurs reprises, alors qu'il y avait la lutte, il fallait travailler à constituer. Et il y avait la relation entre le Conseil national de la résistance et le gouvernement provisoire de la résistance. D'ailleurs, la grande leçon, si à la libération ce programme a été appliqué, vous avez beaucoup de dirigeants du Conseil national de la résistance et qui ont entré dans le gouvernement et qui ont fait que ceux qui avaient envisagé, débattu le programme, celui-ci a pu être appliqué facilement. Je te coupe? Oui, vas-y. Mais je voulais continuer. Non. Tu pourras continuer tout à l'heure, c'est pas te couper la parole, oui. Mais là, d'abord, une précision, c'est que le Conseil national de la résistance, dans sa dernière réunion, avant d'écrire le programme, donc, pourquoi on est là? Il y a un gars qui dit pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'ils avaient élaboré comment défendre la France, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Et il dit, moi, je veux être heureux. Ah oui, le jour heureux est venu, mais il est venu a posteriori. Ah oui, parce que
le programme du Conseil national porte toujours l'emblème programme du Conseil. Mais ce programme, comme on l'appelle du général de Gaulle, avait les moyens de communication, très peu de gens ont pu savoir, ils l'ont su plusieurs après. Et à la Libération, un plébiscite qui a édité à 1 million d'exemplaires le programme, il a dit pour qu'il soit pénétrant, il faut une idée flash des jours heureux. Voilà comme est venue l'histoire des jours heureux. Hein, ça, je l'ai vécu. Je peux continuer. Ouais, c'est parce qu'on voudrait te redonner la parole cet après-midi. Hein, parce que tu es notre. C'est le seul qui reste avec nous de cette période. Et on va aborder cet après-midi avec l'historien Jean-Dominique Hinault. On va repartir des années 30 à 34 jusqu'au Front populaire. Il y a là la racine du fascisme en France, elle est là. Et bien entendu, on va arriver à cette période avec des éléments et des témoignages. Et c'est là que tu prends toutes tes dimensions. Mais je vais terminer avec des indications qui ne sont pas connues sur la Deuxième Guerre mondiale. Il est bien que l'opinion publique le sache. D'abord, la première indication importante, souvent on se pose la question, le rôle des femmes. La première loi française qui a été décidée par le gouvernement provisoire en 1944, avant le débarquement, c'est le droit de vote des femmes. Un siècle après celui des hommes. Premier événement. Le deuxième événement qui est intéressant de connaître, c'est cette volonté des Américains. Les Américains n'ont jamais admis, même qu'il a été le gouvernement provisoire de Gaulle, ils n'ont jamais admis. Et la volonté des Américains, c'était d'institutionnaliser au fur et à mesure que les villes seraient libérées, ce qu'ils avaient fait en Italie, mettre en place l'administration américaine. Alors on s'est élevé, on a dit oh mais la France c'est un allié, c'est pas un pays, donc on a pu. Mais malgré ce, les Américains se sont toujours opposés au débarquement en Normandie de troupes françaises. Il a fallu, dès qu'il y a eu le débarquement, que De Gaulle intervienne auprès du Premier ministre anglais pour qu'il obtienne l'accord, immédiatement, c'est la fameuse division Leclerc qui a été débarquée et qui a permis justement, parce qu'ils avaient toujours dans l'idée de nous soumettre. Après la guerre, ça a continué avec le plan Marshall. Toujours cette domination. Enfin, moi, si je dois continuer en politique, donc je parlerai après. Voilà, moi j'ai invité les délégations italiennes et espagnoles à venir nous rejoindre. Continue là-dessus. Moi, j'ai pas de travail, il n'y a personne qui a chômage technique. Buenas tardes a todos, a todas. Saludos desde Comisiones Obreras de España y adelante con recordar los lugares de la resistencia en Europa. Por la forma que se hizo la transición democrática en España desde la dictadura franquista, no es comparable con otros países europeos en el tema y los lugares
de la memoria histórica. En España se hizo la transición por acuerdo de la oposición y sectores aperturistas de la dictadura. Pero siguen numerosas simbologías y lugares franquistas, porque la derecha no tiene, el Partido Popular perviven sectores herederos y nostálgicos del franquismo. Ellos explican que en España no haya una fuerza política de extrema derecha. Sí, espera, ahora, ya está preparado. En 1979, muchos de los primeros ayuntamientos democráticos hicieron una labor importante en la retirada de simbología y cambios de callejero en Madrid. Ese proceso quedó paralizado en 1981 a partir del golpe de Estado, aunque fracasó, supuso una coacción moral para el conjunto de la sociedad. Y ahora ya van a entrar. Je vais essayer de vous m'entendre. Je vais traduire à peu près ce qui a été dit. Alors, la transition démocratique en Espagne, depuis la dictature franquiste, n'est pas comparable aux autres pays européens. En Espagne, la transition s'est faite avec l'opposition et des groupes favorables à une certaine ouverture. Mais il reste toujours en Espagne des symboles franquistes. Le Parti populaire au pouvoir jusqu'à la semaine dernière, dans ce gouvernement, certains nombres de ce gouvernement de Rajoy sont toujours nostalgiques du franquisme. C'est pour cela qu'en Espagne, il n'y a pas l'extrême droite représentée à l'Assemblée. En 1979, les premières municipalités démocratiques firent un travail très important pour supprimer les symboles franquistes. En 1981, la tentative de coup d'État a freiné le travail démocratique entrepris. C'est grosso modo ce que, enfin, à peu près ce qu'il a dit. Voilà. Si ça vous convient comme ça, ou vous voulez, on a essayé de faire au mieux. Ahora te vas a poner aquí. Ahora ven, Il faut que je me mette avec lui. Desde el año 2000 surge un movimiento social por la recuperación de la memoria de los luchadores antifranquistas y los derechos de las víctimas de la dictadura, principalmente de los nietos. Una de las principales reivindicaciones es la retirada total de esa simbología franquista. Está muy limitada la ley de memoria histórica del año 2007, elaborada por el gobierno de Zapatero. Es una muy ambiciosa que contó con la oposición frontal de la Iglesia Católica y de la derecha política y mediática, que no ha cubierto las expectativas. No solo se quedó sin desarrollar buena parte, sino que, llegado el gobierno del Partido Popular en el año 2011, la ha dejado sin contenido y sin financiación. Alors, en 2000, surgit un mouvement social, des enfants et des petits-enfants de républicains assassinés, afin de trouver les traces dans les fosses communes des républicains assassinés. En 2007, la loi de mémoire historique instituée par le gouvernement Zapatero s'est mise en place. En 2011, le gouvernement populaire, en revenant au pouvoir, supprimera toutes les aides sur la mémoire historique, aidées en cela par l'Église catholique. Alors, vous avez...
aux élections municipales. Las elecciones municipales del año 2015, con la formación de muchas instituciones y gobiernos regionales plurales de izquierdas, como Madrid, Barcelona, Valencia, fue un avance. Se ha aprobado legislación regional de memoria histórica, se han cambiado nombres de muchas calles y hay que resaltar que la calle dedicada al general que dirigió la unidad que combatió contra Hitler ha sido sustituida por el fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Alors, aux élections municipales de 2015 sont élues des municipalités de gauche, Barcelone, Valencia, Madrid, et a donné un nouvel élan à la disparition des symboles franquistes. En changeant le nom des rues, exemple la rue Marcelino Camacho, qui a été donnée à une rue, qui est le fondateur des commissions ouvrières. Une fondation franquiste subventionnée, elle, essaie de retarder toutes les avancées démocratiques. Hein? Alors, avec le gouvernement. Con el nuevo gobierno del Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, impulsaremos la ley de memoria histórica y con medios económicos. Es el compromiso. Todo esto hay que combatirlo, explicárselo a los jóvenes para que se conozca y no vuelva a repetirse. Avec le nouveau gouvernement de Pedro Sánchez, on essaiera d'impulser afin que cette loi de mémoire s'amplifie avec les milieux économiques. Il est important que nous expliquions aux jeunes ce qui s'est passé afin que cela ne se répète pas. Hein? C'est un peu compliqué. Ante el avance de la extrema derecha en Europa, el auge del nacionalismo, de derecha, la extrema derecha, necesitamos, hablando de sindicalismo, una confederación europea de sindicatos más fuerte, con propuestas sociales, la lucha contra el fraude, los paraísos fiscales, el empleo estable, y así cortaremos el avance de la extrema derecha que tanto daño ha hecho y puede hacer a los trabajadores y a las trabajadoras. Adelante. Alors l'avance de l'extrême droite en Europe, nous devons avoir une CES plus forte, avec des propositions sociales, la lutte contre la fraude et les paradis fiscaux. Il ne faut plus d'emplois stables, et ainsi nous couperons l'avance de l'extrême droite. Comment terminons? Que tant de mal cette extrême droite a fait aux travailleurs. C'était sa conclusion. Dice que pueden contar con comisiones obreras como esta. Alors vous avez compris sans doute, vous pouvez compter sur les commissions ouvrières pour continuer la lucha, tous juntos. Hein?
coup, c'est un peu improvisé. Voilà. Je passerai la parole. Alors, je remercie, et je remercie surtout le collègue qui s'est mis à la traduction. Là, c'est notre collègue de la délégation italienne. Bonjour à tous. J'essaie de parler français, donc je demande excuse tout d'abord pour mon mauvais français et si je ne serai pas très bien dans mes paroles. Mais bon. Tout d'abord, je vous remercie et je vous porte le salut de l'SPCGL d'Italie. Nous sommes très heureux de ce parcours que nous avons commencé tous ensemble, la CGT de France, la Commission des Obreros espagnols et l'SPI d'Italie, un parcours de la mémoire qui, comme a été déjà dit ce matin de Cathy et des autres qui ont parlé, c'est important pour reconstruire notre Rhin, mais surtout c'est important pour aujourd'hui. Nous sommes même physiquement une mémoire historique d'une période qui a été une période de conquête pour le mouvement ouvrier. Et malheureusement, dans ce moment-là, dans cette période-là, nous voyons dans tous les pays, nous sommes particulièrement préoccupés, je le dirais pour ce qui se passe en Italie, mais ce n'est pas malheureusement seulement en Italie, qui reviennent de nouveaux mouvements fascistes qui ne sont pas les mêmes que de la période de quoi nous avons parlé ce matin, mais qui ont le même objectif, qui ont les mêmes ennemis, et l'ennemi principal c'est le mouvement ouvrier, ce sont les droits de travailler, et ils travaillent pour diviser les gens. C'est là l'importance de la question des migrants, parce que les migrants sont nos frères, sont des prolétaires comme nous, sont des travailleurs, et nous avons tous ensemble, les natifs, les migrants, combattre, lutter pour des droits égaux. Et alors ce qui se passe est l'histoire de nouveau. Excusez, je n'ai pas préparé un discours, donc je vais un peu. L'histoire de nouveau se répète. Les notre témoigne de l'époque disait que l'opinion publique était versatile. En Italie, on dit il y a le transformisme, non? Alors, pendant le fascisme, tout le monde, ou la majorité, pas tout le monde, était fasciste. Terminer le fascisme, personne n'était pas fasciste, non? Ou les longues périodes après la guerre des domaines politiques de la démocratie chrétienne, il était difficile quand on allait dans la route trouver quelqu'un qui disait qu'il avait voté pour la démocratie chrétienne. Mais la démocratie chrétienne était toujours les premiers partis en Italie. Non, aujourd'hui, peut-être c'est le même, aujourd'hui un peu plus dangereux, parce que ceux qui étaient les fascistes, qui ne s'appellent plus fascistes, mais maintenant ils ont de nouveau, comment on dit, l'orgueil de se nommer fasciste, raciste, xénophobe, non? Comme on dit, on a ouvert les portes et ils vont se démontrer pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas la majorité, mais ils ont une forte voix parce que aussi il y a une attitude de nouveau l'opinion publique, mais les médias, non? Et donc c'est très important de faire un travail qui donne une autre vision, non? Qui reprend les valeurs de la résistance, qui prend les valeurs de la démocratie. Notre constitution, il y a beaucoup de similarités. Ce qui a été dit ce matin très bien par le professeur dans le film. Naturellement, nous avons en France, en Italie, des constitutions qui viennent de la résistance, qui viennent de la libération. Malheureusement, en Italie, cette constitution a été toujours appliquée comme on devait. Et maintenant, nous avons sur la carte des droits qui sont exceptionnels, mais dans la réalité, ce n'est pas ainsi.
et aussi les conquêtes que nous avons eues dans les périodes de lutte du 68, les années 70, etc., sont remis en discussion. Ils sont remis en discussion de beaucoup d'années, mais maintenant on va reculer de plus en plus. Et donc, je retourne là-bas. C'est important le travail que nous sommes en train de faire avec les réseaux sur les lieux de la résistance pour reprendre notre histoire, pour reprendre notre raisin, mais pour travailler sur l'aujourd'hui. C'est important qu'il y ait un échange entre nous et les jeunes. C'est important que ce que nous avons vu ce matin, écouté ce matin ici, et qu'on pourra voir, écouter dans des autres occasions de rencontres, soit diffusé par les jeunes et dans les écoles. Ce qui se passe toujours aujourd'hui en Italie, c'est très grave. Alors nous n'avons pas un parti qui s'appelle ou qui s'est fait explicitement fasciste, mais si nous voyons aux alliances internationales, et je parle dans ce moment-là de la Lega, le parti de Salvini, il est allié du Front National en France, il est allié avec Orban en Hongrie, et tout la pire droite européenne. Et l'autre mouvement qui est allé au gouvernement maintenant, qui s'appelle Mouvement 5 étoiles, c'est un nouveau mouvement. Donc il prédique de n'avoir pas une colocation ni de droite ni de gauche. Il prédique de n'avoir pas de racines dans ce qu'il appelle la première république italienne, qui c'était exactement la république née de la résistance. Mais ce qui caractérise les politiques, ils sont juste installés de quelques jours, mais ils ont fait un programme de gouvernement, ils ont fait des premiers actes de gouvernement. Ce qui réellement caractérise ce gouvernement, c'est d'un côté le racisme et la xénophobie, et la question des migrants est et sera un des plus compliqués, des plus durs, dishumains, incivils, ce qui se passe, et malheureusement, ça se passe en Italie, mais ça ne passe pas seulement en Italie, c'est grande part des gouvernements et des forces politiques européennes qui poursuivent une politique de clôture contre la migration. Mais de l'autre côté, pour ce qui concerne les questions économiques et sociales, c'est un gouvernement qui prédique de donner quelques solutions aux graves problèmes de travailler, de retraités, de jeunes qui sont attrapés dans le précariat. Mais dans la réalité, c'est un gouvernement qui a un programme qui est de droit, qui est néolibéral, néolibériste aussi. Et la plus grande proposition, c'est, je ne sais pas comment on dit en français, mais en Italie aussi, nous, on dit à l'anglais la flat tax, c'est-à-dire pas plus de progressivité fiscale, pas plus de différents pourcentage de paiement de taxes selon la richesse, selon la capacité des revenus, mais une taxe égale pour tout. Et Salvini, le chef de la Lega, a théorisé une chose, n'a pas théorisé lui, a dit une chose qui est la limite du néolibéral à partir de l'époque de Reagan et de Thatcher, c'est-à-dire que si nous donnons plus de l'argent aux riches, ça puis arrivera plein, découlera aux autres. Non. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, des gens comme nous, de travailleurs, de retraités, qui croient encore à cette mythe. Alors, je vais terminer parce que je le fais très longue et je ne vais pas, non, je ne suis pas de grec. Je ne vais pas reprendre aussi toutes les similarités de notre histoire, non? Les comités de libération nationale, la résistance, l'unité, le rôle important de la classe ouvrière dans la résistance, le rôle des communistes et des socialistes, le fait qu'un concret important pendant la lutte de libération a été l'unification des syndicats
des différentes tendances politiques et culturelles. Mais malheureusement, la guerre froide, et c'est le rôle des États-Unis, mais on parlera encore, a porté à la rupture de l'unité syndicale. Nous avons maintenant en Italie, la France aussi a beaucoup, 3 principales confédérations syndicales qui venaient de l'histoire chrétienne catholique, de l'histoire socialiste, de l'histoire communiste, qui sont exactement le résultat de l'ingérence des États-Unis, de l'ingérence des partis créés et de la rupture créée dans le Front national de libération après la guerre, quand a éclaté la guerre froide. Donc ça sont les similarités. Mais pour revenir au jour, à l'actualité, nous partageons complètement ce que vous avez dit, ce que dit les camarades espagnols. Il faut une forte capacité d'autonomie, de mobilisation des syndicats, la plus forte unité possible, et notre capacité d'une bataille culturelle, même de formation, d'instruction, et des jeunes, pour récupérer notre idéal, notre valeur, l'histoire de la résistance, l'histoire de la lutte ouvrière, et pour mener une contre-offensive contre la droite qui monte en Europe. Je termine seulement en rappelant alors la prochaine initiative de notre réseau, qui sera à Brescia et Cevo, Brescia in Lombardie, en Italie, et qui, comme on dit, se déroulera sur 2 moments, sur 2 jours, mais qui sont des moments importants de notre histoire. Cevo est un petit pays, un petit village dans les collines qui a été détruit, brûlé par les fascistes et les nazistes de 1944 comme représailles contre les partisans qui dans la zone étaient bien forts et menaient des combattiments contre les nazis et la République des salauds, les fascistes. Mais avant d'aller à Cevo, je ne vous donne l'histoire parce que je ne la connais très bien, mais surtout parce qu'on aura l'occasion à Cevo pour ceux qui viendront de l'expliquer. Mais avant d'aller à Cevo, nous serons à Brescia. À Brescia s'est passé un des pires épisodes de ce que nous avons appelé en Italie la stratégie de la tension. Qu'est-ce que c'est la stratégie de la tension? C'est, comme a bien expliqué le professeur, quand on a un avancement des mouvements syndicaux, des mouvements ouvriers, des travailleurs, quand on a la possibilité de changer, ce n'était pas la révolution en Italie, mais d'avoir des changements sociaux et démocratiques très importants, comme dans les 68, 69 et les premières années des 70, les patronats et certains pouvoirs des États-Unis et certains pouvoirs de la bourgeoisie italienne ont usé tous les moyens pour chercher de fermer, d'arrêter les mouvements ouvriers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Brescia et qu'est-ce qui s'est passé avant Brescia et après Brescia dans d'autres situations? Il y avait une manifestation syndicale, il y avait la grève générale. Dans la place principale de la ville, il y avait une grande manifestation, une grande présence des travailleurs. Il y avait les syndicalistes qui parlaient de le palc. Et des bombes sont éclatées. Il y a eu une dizaine de morts, beaucoup de injurés, comme on dit, des blessés. Et c'était les tentatives d'arrêter l'avancement de la classe ouvrière. Malheureusement, cette tentative a eu quelques succès des années avant, les années que nous sommes en train de vivre, pas plus avec les bombes, avec des gouvernements néolibéralistes et la mondialisation et la finance. Mais l'important d'aller
avoir la mémoire de cette période, la mémoire de ce qui s'est passé à Brescia, quand les néofascistes, alors il était déclarativement néofasciste, cet apparat d'État qu'on appelle dévié, mais qui était dans l'État même, et avec le soutien, naturellement c'est difficile de le démontrer d'une façon publique. Les procès, il y a eu beaucoup de procès, la justice est allée avant, mais n'a pas trouvé la solution définitive, non, qui sont les coupables. Oui, il y en a quelqu'un, mais tout la structure, non? Et donc il y avait ce qui à l'époque s'appelait une structure paramilitaire qui était aussi soutenue par certains secteurs de l'État des États-Unis, la CIA, je ne sais pas en français comment on l'appelle, et donc c'était ce qui avait expliqué en Italie à partir de 1969 avec des bombes à la Banque de l'Agricolture à Milan, Piazza Fontana, et puis des autres, et Brescia c'est une autre exemple, la stratégie de l'attention pour arrêter le mouvement ouvrier. Et donc, nous allons le 7 et 8 juillet à Brescia et Cevo à revoir ensemble cette histoire. Et je termine comme j'avais initié. Je vous remercie, nous vous remercions et c'est important notre travail sur la mémoire pour la bataille d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bon, après, on a pris rendez-vous avec nos camarades italiens, je laisse un histoire. Moi, je vous invite maintenant à aller au buffet. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à récupérer un peu le temps, c'est-à-dire reprendre aux alentours de 14h, 14h15, voilà, pour arriver à finir l'ensemble du programme qui est chargé. Au début, on avait prévu sur 2 jours, je vous le dis.